Venez partager avec nous l'histoire des musiques urbaines africaines et béninoises en exclusivité avec tous nos invités. Il y aura de la vraie culture. On reste connectés. Big up! Chele, mwini wikengele, lumbu kya mambu, ifulu bimyemye, bantu babonso, nsayi na nsayi, batomono lwate, batomene kwa huhu, insaka za kupeka saho, seyo, umafula bilumbu nyonso nkemo. Alors, bonjour, bienvenue sur l'émission Les Coulisses. Aujourd'hui, je reçois un très grand nom, Freddy Massamba, un ami, quelqu'un pour lequel on a beaucoup de respect et d'admiration. Freddy Massamba, vous connaissez le concept de l'émission pour tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler un peu du parcours. Freddy est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de respect et une grande notoriété dans le milieu de la musique urbaine africaine et aussi en Europe. Et c'est quelqu'un que nous avons croisé aussi en tant que Dalaïka, qui a joué un rôle de mentor pour nous. C'est un très grand plaisir de t'avoir ici aujourd'hui, Freddy. Comme je le dis toujours, Fofo Freddy. Et pour ceux qui ne savent pas au Bénin, Fofo, c'est grand frère. Grand frère parce que c'est vraiment cette image qu'on a de toi et on ne peut pas dire assez de bonnes choses sur ce que tu représentes pour beaucoup d'artistes et beaucoup de fans, beaucoup de mélomanes sur le continent. Alors, bienvenue Freddy, comment tu vas? Merci Lio, merci, je vais très 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 bien. Un petit soleil à Bruxelles vite fait, mais bon, en tout cas je crois qu'il y a encore la grisaille, mais le printemps s'annonce. Comme on dit au pays, c'est la lumière du frigo, tu vois. Parlant de la lumière du frigo, juste une petite anecdote. Ma première semaine à Montréal, au Canada, le premier matin, je te promets, en décembre, je me réveille et il fait un beau soleil dehors. Je suis comme, c'est pas si grave, c'est pas si terrible. Tout le monde me dit que l'hiver, c'est froid, c'est froid. Alors, je mets juste un petit survêtement et j'ouvre la porte. Il fait moins 25 dehors. Oh, mon Dieu, le froid, mon visage. J'ai retenu la leçon. La lumière du frigo, donc ça vient de là. Donc, il ne faut pas se faire tromper par... Une anecdote concernant le même lancement. J'arrive à Montréal, je me pose... tranquille à l'aéroport, j'ai ma petite veste à l'européenne. Donc, voilà, l'Europe, c'est souvent 3 degrés, 5 degrés, 7 degrés, mais on râle, on n'est pas content, tu vois. Et alors, à un moment, je me dis, sûrement, il fait froid là-bas, mais bon, je vais arriver au calme et tout ça. J'avais déjà fait le Canada avec les tambours de Brazza, mais aller voir la famille et tout ça. Donc, j'arrive et je me pose avec ma petite veste, mes petites baskets en tissu. Oui. Et là, je sors de l'aéroport. Je prends moins 42. Ah, tu es tombé sur une mauvaise journée, man. C'était en décembre. C'était en mois de décembre. Et cette année-là, à New York, il faisait moins 50. Wow. Et j'ai dit, je marche, je vais marcher. J'ai marché. Parce que je voulais comprendre, si je n'avais pas senti ce froid-là, je ne pouvais pas l'expliquer. Aujourd'hui, je peux l'expliquer. Ouais. Comment tu reçois si tu n'es pas bien couvert. Ouais. C'est des couteaux qu'on te met dans le corps. Même. Dans le corps.
Ouais. Tu peux sentir les os de ton visage, tu sais, se refroidir. Tu le sens. T'es plus rien, t'as plus rien, t'es en train de... Waouh, il est en train de tout... Tu sens qu'il est en train de te broyer. Ouais. Un petit feu comme ça. Et après, quand je suis rentré dans la voiture, je suis allé à la maison. Et quand je suis arrivé, quelques minutes après, j'ai senti c'était quoi le froid. En fait, tout ça, c'était tout chaud. Le froid s'est, comment on a descendu dans les orteils, dans les chaussures. Et dans les... Et c'est arrêté là. Tu peux même plus... En quelques minutes, même pas une minute, je me suis tapé une fièvre, genre 39 de fièvre 40. Ouais, c'est impressionnant. C'est fou, c'est fou. Ah, tu meurs, tu meurs. Ouais. Le soleil du frigo, c'est vraiment bien dit. Ouais, c'est là qu'on est un peu à Bruxelles. Là. Mais le printemps arrive. Alors, on y est. Ouais. Alors, Freddy, dès ton jeune âge, tu découvres la rumba congolaise et ton amour pour le chant te conduit à intégrer une chorale. Tu fondes le groupe Tambour de Brazza en collaboration avec d'autres grands noms de la musique africaine. Et Tambour de Brazza est un groupe légendaire aujourd'hui. C'est un groupe qui a marqué une partie de notre histoire musicale africaine, remporté plusieurs prix sur le plan national, régional, international. Vous avez fait plusieurs festivals, tu as fait plusieurs festivals, ton nom est connu du Sénégal jusqu'au Congo, en passant par tous les pays au milieu. Au Bénin, oui. Il y a énormément de biographies de Freddy Massamba sur Internet, en ligne, mais ici, sur l'émission, on essaye toujours de demander à l'artiste comment lui-même se présente. Qui est Freddy Massamba, si tu te présenterais aujourd'hui? Déjà, j'aimerais pas rectifier, mais quand même remettre les choses en ordre. C'est que je ne suis pas fondateur des Tambours de Brazza. Je suis un membre qui a intégré les Tambours de Brazza. Les Tambours de Brazza est un projet qui a été initié par Émile Biaïnda, des amis et des musiciens d'un quartier populaire au Congo qui s'appelle le quartier Bas-Congo. Donc, c'est vraiment un projet des jeunes de la musique traditionnelle digne de ce nom du Congo-Brazzaville, qui se sont mis ensemble dans un quartier populaire et qui ont eu l'idée d'être autour... Des Tambours de Brazza. D'être autour d'un génie qui est Émile Biaïnda à la batterie, qu'on ne présente plus. Et c'est via lui que le projet a explosé. On a fait tous les massas et ainsi de suite, l'Europe, les États-Unis, partout, le Brésil. Et donc, c'est important de savoir que je suis peut-être à la limite ces jeunes-là qui sont là et qui ont intégré le groupe. Mais je ne suis pas le fondateur des Tambours de Brazza. Alors, ça, c'est très important de le souligner chaque fois. Oui. Et Freddy Massamba, je vais me présenter comment? Humaniste, un jeune Congolais né à Pointe-Noire dans la capitale économique du Congo-Brazzaville, dans un quartier très populaire aussi, qui s'appelle le quartier Ntchétché, très connu pour ceux qui ont été déjà au Congo, qui connaissent, ceux qui ont été là-bas et qui connaissent. Et j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime ce que je fais. Je passe beaucoup de temps à rigoler, à partager avec des amis. Mon inspiration vient de là. Je ne me suis jamais éloigné, dans quelles que soient les villes où je pars, je ne me suis jamais éloigné des miens. Quand je dis les miens, ce n'est pas une forme de discrimination ou quoi que ce soit, mais c'est une forme de dire que mais chaque fois je suis à côté de cette couleur d'Afrique, cette poussière d'Afrique, ces voix, ces différentes voix, du côté multiculturel qu'il y a en moi, linguistique, culturel, tout ce qu'il y a autour. Les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Béninois, tous les gars, tous les Sud-Africains. Et même à Bruxelles, je vis à Matongé.
Matongué, c'est un quartier populaire ici où tout est là. On trouve le manioc, on trouve les bananes plantains, on trouve des safous, on trouve des poissons fumés, on trouve tout ce qui vient de nous. Donc, je suis un humain, quoi, comme tout autre. Ouais. Alors, plus d'Afrique que de l'Europe et des États-Unis. Un citizen of the world. Voilà, si on peut dire comme ça. Et Freddy, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Où est-ce qu'il commence et comment il a évolué? C'est un parcours riche. Ça, cette question-là est large. Mais je pense que c'est important que les gens aient une idée un peu de la richesse de ce parcours, de là d'où il vient, d'où vient ton inspiration pour la musique, ta motivation, et aussi comment ce parcours-là, des Tambours de Brazza, avec ensuite ta carrière, comment ça a évolué ce parcours-là? Pour être vrai, je suis né d'une famille où papa est très strict concernant les schools, l'école, les études. Maman, c'est calme, tranquille, mais elle gère. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer des petites conneries. À la limite, c'est pas papa qui te blâme, mais c'est maman qui te... Voilà. Donc, maman est hyper dure. Mais papa, en même temps, strict sur les études. Ça n'a pas donné ce qu'il attendait, que je lui ramène une licence et tout ça. Ou que je fasse la médecine, parce que c'était son truc dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Tous les parents en Afrique, c'est entre médecin, comment on les appelle? Avocat ou médecin? Médecin, avocat, ou un général d'armée, tu imagines? Ouais. Général, Massamba, tu imagines? Et après, ou un douanier, voilà, des douaniers. Ouais, c'est ça. Comme tu vois, quand tu vas au Bénin pour dire la sincérité, à la limite, presque les Béninois, 80% veulent devenir douaniers. Ouais. J'ai vécu là-bas, tu connais de quoi je parle. Oui, bien sûr. Ou au Gabon, c'est la même chose. Au Congo, peut-être aussi. Mais donc voilà, il n'a pas obtenu ce qu'il avait. Parce que voilà, j'ai fait ce que je devrais faire. J'ai fait des études à mon niveau. J'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, tu es très jeune, à 13 ans, donc je te parle de 84. En 84, il y a un film qui m'emmène ailleurs complètement. C'est mon grand frère qui m'emmène au ciné, dans une salle de cinéma qui s'appelle Duo. Et on arrive et il me dit, tu vas voir un film, mais voilà. Lui, il était plus âgé, il était mon grand frère aîné. Donc finalement, on rentre dans la salle, mais tout le monde, chacun a un petit sur ses épaules comme ça. Tu sais, le petit, tu le mets là, dans une salle de cinéma, debout. Je ne comprends pas. Il fait chaud à l'intérieur. Et le film, c'est Break Street 84. Lionel, Break Street 84. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je découvre le Smurf, man. Ouais. Un gamin d'un quartier pauvre qui regarde de temps en temps des trucs à la télé. Et ce jour-là, grand écran énorme, en train de revoir des têtes des gars énormes comme ça, face to face. L'écran. Je découvre l'écran, le cinéma en grand. Ouais. Je ne comprends pas. Je regarde Turbo et Ozone. Ce film a changé. Toute ta vie. J'ai 13 ans. Donc, de la chorale à l'église comme servant de messe. Et en même temps, un Smurf dans la tête. J'allais à l'école pendant la pause. Toutes les images de Smurf, tout ce qui se passait que j'avais vu me revenait, je dansais. Dans la tête. Je dansais dans la cour. Insupportable. À l'école, c'était, oui, cet enfant danse. Oui, il ne fait que chanter, mais on ne comprend plus. C'était ça. Fini les rêves de docteur et de général.
De temps en temps, mon pater, il glissait toujours. J'ai quand même 13 ans, ils ont le contrôle du fiston. Mais dans ma tête, c'était déjà, j'étais au Congo, mais je me voyais américain. Wow. Le rêve américain, ce que je voyais, les films, tout ça. Donc, je devenais accro sur les États-Unis, comme tu ne peux pas imaginer. Dans un film, tu as tout. Tu as de la musique. Oui. Tu as des actions. Oui. Tu as l'émotion. Oui. Tu as tout, la curiosité. Tu as l'histoire, tu as la curiosité, l'émotion. L'histoire. Et donc, tout ça, je voyageais. J'allais avec mon frère, il y avait un bar qui s'appelait la Cabane à Pointe-Noire, où les plus âgés, donc ceux qui avaient peut-être 16, 17 ans, allaient danser. Danser du Michael Jackson, danser du Prince, des musiques sud-africaines qui étaient très connues à l'époque, qu'on ne connaissait pas, nous. Mais c'était une forme de disco. Et ce disco-là, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'était imprégné en moi. 14, 15 ans, à la maison, mon père nous bombarde de la rumba, mais 24 sur 24. Tandis que lui-même, par contre, le samedi et le dimanche, là, il devient, comment on appelle ça? À l'époque, on les appelait pas les cool man, on les appelait les gentlemen. Les gentlemen. Donc, voilà, mon père, il avait la barbe que je vois maintenant, tous les jeunes qui gardent ce style, un peu à la Marvin Gaye, quoi. Ouais. Grosse influence Marvin Gaye dans les années 80. Et là, il balançait 45 tours, 33 tours. Alors, il s'éclatait avec ses potes. Mais nous, on n'en avait pas le droit à aller à côté. Ouais. Donc, nous, on restait, je sais pas, à côté de maman. Et eux, ils avaient un petit coin. Il y a le manguier, tu vois, l'ombre du manguier assis autour. Ils se tapaient du Sovanco, le vin du Congo à l'époque. Le disque dehors. Ils se tapaient un 33. C'était la belle vie. Et de là, et tout ça, ça s'est mis ensemble. Mais en même temps, j'étudiais. À 16 ans, je deviens un monstre de danse. Un monstre. Quand je dis un monstre, c'est un monstre. Cette vidéo, je sais que ça va arriver au Congo. Mes amis me connaissent. Les Turbo Kindaki, les Guy Leclerc, les Guy Cortez, mon petit frère qui est venu de Paris, Claise, Passy. Il y a eu des gars comme Cortez et tout ça. Oui. Vous connaissez les Bobby Mapaka, les Steve Mavungu, mon petit frère, tous les Orshinzaba. Tout ça, c'était une équipe. Je devenais un monstre. Monstre. Quand je te dis un monstre, c'est-à-dire que tout ça que j'avais vu, j'avais avalé ça en moi. Et je devenais un danseur de Smurf, mais par excellence. Mais comment tu étais autodidacte, comment tu apprenais à... C'est juste ces images qui sont restées en moi. Wow. Donc, je les ai filmées, le corps a tout absorbé. Et chaque fois que j'étais quelque part, je savais que ça s'appelle ceci, ça s'appelle là, ça s'appelle ceci, là, ça s'appelle ceci, là, ça s'appelle ça, tous les mouvements rentraient sans que j'aille dans un club. De toute façon, ou une école de danse. Aucune. Donc, je me débrouillais à créer mes propres pas, à inventer des choses qui n'existaient pas, et ainsi de suite. Et chaque fois, j'allais le samedi et le dimanche, j'allais présenter ces pas-là que j'ai inventés dans ce coin-là qu'on appelait la cabane. C'était un endroit qui regroupait tous les danseurs de Pointe-Noire, tous ceux qui venaient de Brazzaville ou de Paris, des États-Unis, voilà, où tu avais cette musique-là spéciale, parce que c'était une musique qui n'était pas acceptée par le peuple congolais. Ils n'étaient pas habitués à cette musique. Ils trouvaient que ça, c'est encore les enfants, là, les petits blancs, là. Ça, c'est les enfants des blancs. Ça, c'est leur musique, là. Les enfants, là. Donc forcément, c'était pas... tes parents, ils entendaient que tu allais danser. C'était très mal vu. Ouais. Mais... Écoute, je peux t'en parler, nous, avec le rap. Nos parents, on avait carrément un deal, là. Faites vos histoires, là, mais après, l'école, il n'y a pas de négociation derrière. Donc, c'était très mal vu, surtout au Bénin. On a été dans le non négociable. Oui. Les parents, voilà, on est passé dans ça. Je crois qu'aujourd'hui, les parents sont un peu plus down. Mettre moins le pied sur l'accélérateur, essayer de regarder. Puis il y a aussi beaucoup de choix. Hein.
Il y a beaucoup de choix de faire des choses. L'époque, voilà, où c'est ça. Ça, c'est une grosse différence aujourd'hui par rapport à avant. Et donc, c'est tout ça qui m'a amené à 17, 18 ans. Je danse. Mais après, à force d'avoir des succès, des petites nénettes, une petite Maja Bing, 19 ans, on me dit que je viens d'enceinte une fille et que je dois assumer. Tu es papa. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Mes parents non négociables disent, nous, on est chrétiens, chez nous, on n'avorte pas. Donc, comme c'est l'enfant de notre bébé, on garde. Ouais. Moi, je viens de le school, là. Je viens de l'école. Ouais. J'arrive à l'angle de la rue, on me dit, Guy, Freddy, tu es papa. Il y a un monde chez vous. Qu'est-ce qui se passe? À 19 ans, waouh. Tu te rappelles ta copine? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, elle est enceinte, on l'a déposée. Quoi? Mais elle ne m'a pas dit. C'est déjà foutu. Les parents décident que, bon voilà, l'enfant est né, il est là-bas à la maison, les parents s'en occupent, ainsi de suite. Je continue à aller à l'école. Et puis à un moment, il y a un oncle qui débarque et dit, non, ce garçon, il a encore du temps, il peut encore faire des choses. Si on le laisse là, il va encore faire un deuxième, un troisième enfant, un quatrième, et puis c'est foutu. Il me sépare de ma meuf et mon fils. Il m'envoie à Brazzaville. La petite famille reste à Pointe-Noire. Et à Brazzaville, je pars dans le quartier où j'étais, le temps de repérage, je tombe sur des amis, des potes, avec qui on monte un groupe qui s'appelle les Strong Boys. Dans ce centre culturel-là, c'est là où Zao, c'est le Zao, ancien combattant, ne me connaît pas. Dans ce coin-là, c'est là où est passé tout le monde, les bantous de la capitale. Ça s'appelle centre culturel La Boutancy. Écoute, Zao, on chantait ça à l'école là, pendant toute l'éducation physique, c'était à coup de Zao. Les gars répétaient là-bas à l'époque. Et j'ai retrouvé des amis là-bas, et c'est là où les tambours de Brazza travaillent en même temps. Il y avait une grande émission qui passait à la télé à l'époque qu'on appelait Vidéo 45. Le rêve de tout danseur, rappeur, c'était de passer dans cette émission. Et nous, on a créé un groupe qui était une forme de boys band, comme c'était la période, c'était des Bobby Brown, de tout ça, des MC Hammer, les New Edition, tu vois, les Belle Biv DeVoe, tu vois. Tous ces groupes-là, ça c'était. Donc, nous, on a monté un groupe qui s'appelait Strong Boys. On était 4. Borina Mapaka, Steve Mav, Orshen Zaba, Freddy Massamba. Autour de nous, des musiciens comme Gans, et ainsi de suite. Donc, on avait un truc terrible. En même temps, on chantait. En même temps, on dansait. Et c'est de là où Émile Biayende est venu nous chercher, tous les 4 danseurs, pour intégrer les tambours de Brazza, aller présenter une danse dans le projet des tambours de Brazza. Wow. Et au moment où on présente tout ça, Émile ne nous laisse plus. On continue. Et là, il nous dit, c'est bien ce que vous faites, les danses, machin, mais est-ce que vous savez que vous avez quand même 9 régions chez vous? Il y a ça, le nord, le sud, l'est, ouest. Apprenez les rythmes de chez vous. Que ce soit Mboshi, Teke, Kamba, Tsangi, Puno, Lali, Bateke, Ngangulu, Babamba, tout. Et on a commencé à apprendre la danse traditionnelle. Je l'ai appris à 20 ans. Waouh! La danse traditionnelle. Mais les musiques traditionnelles, on l'écoutait parce que papa était fan. Et puis, mais je ne les dansais pas. Moi, ma danse, c'était le pays, c'était les États-Unis. Ouais, c'est ça. De la rumba congolaise, aller chanter. Non, c'était pas mon danse. Ça ne m'intéressait pas. Mais je pouvais fredonner quelques chansons de Luambo Jean Koyate, Koyali Sousoute, Papa Ozala Kilokate. Locataire Mosusu Azingai. Après, na lobanini, je connais. Koyate, tu vois le truc, tu chopes tout le refrain et tout ça.
Tout ça, je connaissais. Liberté, liberté. La Ouais. lingi na la libre na sala. Oyo moteme lingi. Mama, mama, pararara, pa. C'est juste, tu chopais juste un refrain et le reste, C'est tu t'en parti. foutais. Mais danser, c'était le state, man. Ma tête était américaine, man. Mais au Congo, tu vois. Donc, Euh, la folie. incroyable. Mais les tambours de Brazza ont fait beaucoup de tournées jusqu'au Brésil. C'est quoi les pays que vous avez fait avec les tambours de Brazza? C'est pas possible de les compter. En tout cas, presque 90% de l'Europe, c'est dans le sac. Et pas une fois. Il y avait Plusieurs des années fois. où on avait 60 dates, on avait 150 dates, on avait 3. On pouvait Mon faire Dieu. 6 mois et demi, on est en Europe. On pouvait Mon faire Dieu. 2 semaines, on est en Europe. Et on repart. On pouvait faire 3 mois. Tout Vous dépendait avez de fait la vous avez période. fait l'Amérique du Sud, vous avez fait Ah, bien sûr. presque tous les Bien sûr pays qu'on a- d'Afrique. On a fait le Brésil, on a fait quoi? Sao Paulo, on a fait Rio. Puis moi, après, j'ai continué. J'ai fait Salvador de Bahia, tout ça. On a Donc, fait. si je te demande combien de scènes, de concerts Freddy Massamba a fait dans sa carrière, tu ne pourrais pas répondre. C'est pas possible. Je serais le plus gros mytho de la planète. Ouais, C'est c'est impossible. Ouais, Non, c'est pas possible. ouais. C'est pas possible. Parce que si je joins. Gars, j'ai vécu au Bénin, man. Oui, Comment je est-ce que sais. dis? Donc, Mais tu fais comment, moi? C'est pas parlant possible que je parlant du Bénin, une petite anecdote. Quand tu étais au Bénin, la première fois qu'on s'est rencontré avec Dalaïka, je me souviens, on était, tu sais, avec Dani, n'est-ce pas? Mav Dani. Mav Mav. Dani. Et Dani qui dit, ah ouais, les gars, vous allez voir, les tambours de Brazza arrivent, tu sais, c'est des amis, on les connaît. Tu sais comment on l'appelle, nous? Non, vas-y. Zinkaka. Qui, Dani? Mav Dani, c'est Zinkaka. Ça, c'était c'est le surnom de Mav. Là, Mav, Mav, viens dire ça. Zinkaka. Zinkaka. C'est l'autre qui lui a donné ça, Franck Ongbo. C'est lui qui l'a baptisé ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est en Milan. Je vais commencer à l'appeler comme ça. Dès que alors, il va te dire, hey, ça sort d'où là? Où est-ce que tu as chopé ça? Où est-ce que tu as chopé ça? Alors, on dit, OK, tiens, j'étais avec Christian, Lico et tout ça. Et puis, on est allé voir. Écoute, Freddy, parce que, tu sais, à l'époque, nous, tu sais, on faisait nos petites répétitions. On commençait à être, tu sais, on était obsédés par le rap, les Daraji, les Hayam, les Method Man, Redman. Très bonne école, très bonne école, très bonne école. On était complètement, comme tu dis, c'est un peu comme c'est comme si tout le monde a eu cette expérience un jour d'entendre quelque chose qui t'obsède. C'est comme c'est une génération, c'est une génération. Ça, une amie a joué du Hayam, a joué Christian Mon, on pensait qu'à ça matin, midi et soir. Et Elik, les Daraji, les Redman, Method Man, les rappeurs. Écoute, on était complètement obsédés par le rap. Mais avec Dani, on travaillait aussi, c'est la prestation. Beaucoup. Il nous forçait à travailler beaucoup. Et on faisait des répètes, comment préparer la scène, Et Dani a dit, OK, les tambours de Brazza arrivent, il n'y a pas meilleure formation pour vous que de voir. Et on est allé vous voir. Mais écoute, c'était incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, Christian, Elik et moi, on se regardaient, mais Freddy Massamba, le gars devant, là, tu chantais, tu dansais, tu courais sur la scène de la gauche à la droite, les gars bougeaient, c'était... Et pour donner aux gens une idée à quel point c'est dur, essayez de chanter en marchant tout simplement. Ah, mais chaud. Écoute, mais tu le faisais et on vous entendait le son, la qualité comme un CD, comme en studio. C'était parfait. Et c'est là que nous on s'est dit, mon Dieu, il y a des monstres qui existent. Il y a des monstres qui existent.
Alors, comment ça vient? Je me souviens que tu nous avais répondu à cette question, mais pour les gens qui nous suivent, parce que une des choses que je trouve, il y a beaucoup aujourd'hui d'artistes qui sont très inspirants, qui sont, tu sais, avec l'Internet, c'est plus professionnel, on a tellement de bons artistes, au Bénin, des Vano, des Fanico, tu sais, et même en toute l'Afrique, des Sessimé. Kessi Monteano, tout ça. On en a Kessi Monteano. Mais tu sais, ce métier de la scène, c'est le plus dur à maîtriser. Et rendre cette qualité-là tout en déployant un effort physique exceptionnel comme ce que vous faites, ce que tu faisais ou ce que tu fais, comment c'est à force de le faire ou... parce que Freddy, je te dis, là, tu courais sur la scène. Et pourtant, tu chantais comme si tu étais en studio. On entendait tout parfaitement. La voix, le souffle ne rentre pas dans le chant. La voix, le son ne décale pas. Ton niveau de voix était constant. C'était incroyable. Lionel, tu sais, ce que tu dis, j'ai eu les mêmes réflexions lorsque je regardais Michael Jackson en train de faire ce travail-là. À le voir là. En même temps, il y a une chorégraphie. Janet Jackson qui m'avait bluffé parce qu'elle avait fait un album où je crois qu'elle a une casquette noire, ils ont des chaises et ça, c'est la chorégraphie terrible. Je me disais, mais tous ces gars-là, je me posais des questions. Comment ils font sur scène à sortir toute cette énergie, mais en même temps à être concentré sur les notes de musique. Pas faire d'erreur. Du groove, à garder le groove en permanence, être focus sur le texte qu'ils doivent dire, et en même temps à donner de l'émotion, un véhicule de l'émotion qui va aller dans la salle pour ceux qui sont venus le regarder avec tout ce respect. Tu sais que c'est un exercice de malade. Je te dis. Donc, on essayait, nous, ça veut dire que lorsqu'on a fait le tambour de Brazza, on avait 2 heures minimum du sport. Ouais. Ça, courir, chanter en courant, on tournait dans le centre là, tout autour, pendant 2 heures, des échauffements, 2 heures par jour, sans savoir qu'est-ce que va devenir le groupe, est-ce qu'on va un jour voyager ou pas, c'est tout. Le travail. Moi, j'intègre le groupe en 91. Le premier massacre qu'on fait, c'est 95. Mais au milieu, il y a eu le jeu de la francophonie. Au milieu, il y a eu l'africaine, l'Afrique centrale. Mais tout ça, là, il fallait travailler. Donc, on nous apprenait comment aller, comment on pouvait faire. Il y en a même qui ont inventé des trucs en disant « Demain, on se retrouve tous au fleuve Congo, on va prendre des sacs de sable, on mettait dans le dos et on marchait avec et on chantait. » On a tout fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh mon Dieu, mais... Qu'est-ce que, ainsi de suite. Mais au final, c'est juste de se discipliner. On n'est pas obligé d'aller faire des montagnes. Oui, je peux comprendre ça pour des gens qui font de l'athlétisme, tout ça. Ça, c'est très important. Le vélo, les machins, les cascadeurs, là, oui. Mais nous, les chanteurs, oui, tu fais du sport, tu écoutes, oui, c'est très important de faire du sport. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et on croyait. Hein. Mais les moments, comme l'émission s'appelle Coulisses, tu sais, tu arrives sur scène, tu chantes. Moi, j'ai chanté aussi des moments où j'ai chanté faux que tu ne peux pas imaginer. Mais que l'on ne peut pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce que vous avez fait, c'est le résultat de ce qui a été mis en... C'était déjà pas mal. Voilà. C'était déjà pas mal. Un travail énorme, Léo. Un travail énorme. Des gars qui viennent aussi, qui se considèrent jazzmen au Congo-Brazzaville, les gars, tu vas les voir pour écouter de la musique. Oh, les petits, allez, sortez ici, il n'y a pas de rappeurs. Là, allez, votre bima, allez. Ouais. Il faut mettre
dehors comme des moindres. Des malpropres. Parce qu'eux, ils font du jazz, man. C'est des jazzmen. Au moment où je te parle à la vidéo, là, ils vont se reconnaître eux-mêmes. C'est des jazzmen. Donc, les rappeurs, là, les rappeurs, c'est des petits nyama-nyama. Ils ne connaissent rien. Quand tu viens là pour venir faire un slam, va là-bas. Surtout eux, ils n'avaient même pas le droit de parler. Ouais. À l'époque, ça ne s'appelait pas du slam, on les appelle les poètes. Donc, tu viens faire du poème, là, oh, sors. Les jazzmen arrivent. Ouais, ils viennent te voir, ils regardent comment tu chantes là. Pourtant, il n'y a aucune note. Il n'y a aucune note. Il n'y a que les percus. Tu chantes, il te dit, je crois que tu chantes un peu faux. Hein. Fais un travail petit. Il n'y a pas d'accord. Hein. Il n'y a pas un blues où il y a un accord de si mineur, c'est diminué quart de virgule 5. Leurs histoires là, dos écrasé sur... Non, il n'y a pas. Mais ils vont te trouver quelque chose pour te... Mais nous, à un moment, on s'en foutait. Parce que nous, c'était, on veut danser, chanter en même temps. C'était des challenges. Et Émile Biayenda, le tombeau le patron, il aimait ça. Il voyait en nous des gens futés, des jeunes garçons qui osent. On n'était pas bons. On n'était pas des très bons chanteurs. Oui. Tu es très humble, Fofo. Non, on était rien. On faisait, on rentrait dedans. Au Congo, ils appellent ça donc Azana Nzunzu, donc Nzunzu, le gars, il a le déculotté, il a le courage. Ouais, il a la Est-ce que c'est une culture, est-ce que c'est de culture du peuple congolais? Parce que maintenant que tu le mentionnes, tous les amis que nous avons congolais, les artistes congolais qu'on connaît, ont ça. On y va, tu sais, on y va pour y aller, on se donne et puis on ne va pas, tu sais, on va en tente, on essaye, on se lance. Ça, tu sais, Duce qui est un ami à nous, tu sais, il y a, tu vois, Casey, tu sais, c'est comme, on y va. Est-ce que c'est de culture congolaise? Parce que le Congo a une grosse terre de musique. Et donc, je me dis peut-être que dans la culture congolaise, se lancer, c'est... Je ne sais je pas. dirais au Bénin, on est plus hésitant. Les gens sont plus timides à essayer. Je connais mon pays. Je connais un pays. Ouais. Je dis juste que je ne peux pas parler dans toute sa globalité comment fonctionne un bon tour en général. Parce que ce n'est pas seulement le Congolais, c'est aussi le Cameroun et le Gabonais. Le Camerounais est très... C'est un bagarreur. Je te parle de mental, comment il voit les choses. Tu le déposes en Chili, 6 mois plus tard, tu le retrouves, il est assis, il est installé. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le Cameroun, c'est quelqu'un qui dit... C'est-à-dire que même il y a une forme de devise qui dit impossible n'est pas Congo. Qui n'est pas Camerounais. Camerounais. Ce n'est pas écrit quelque part que non, l'impossible n'existe pas au Cameroun. Le peuple me fascine. Je suis fasciné des Camerounais. Et c'est comme le Congolais là, en RDC, n'importe quel gars, tu le déposes où tu veux, en Chine, je ne sais pas où, il va te trouver un truc à faire. Il va le faire avec beaucoup d'amour et jusqu'à atteindre son but. Ouais. Si dans sa tête, il s'est dit qu'un jour il part d'un petit quartier ou d'un quartier de Kinshasa où vient d'un village en Mbandaka, là-bas, il va arriver jusqu'à Kinshasa. Il va traverser à Brazzaville, je ne sais pas comment, à la nage, ou je ne sais pas où quelqu'un, il va arriver. En tout cas, il va arriver. Quand il va arriver à Brazzaville, il va vendre du sucre, du pain, Nguba, comme on appelle ça, des arachides et tout ça. Il va se faire un petit pactole, il va marcher, il va aller jusqu'à Lomé, Ghana. Le mec là, 10 ans plus tard, tu arrives à Bruxelles ou à Paris, à Londres, tu le retrouves, tu dis, mais comment tu es arrivé? C'est un peuple combattant, mais avec fermeté. Il vend.
Mhm. Avec tout ce que le peuple congolais subit. Oui. Politiquement, presque à la limite une forme d'humiliation. Le monde entier le sait. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Pas. Jamais. C'est des combattants, des guerriers. Ça Jusqu'au bout. inspire les autres pays. Ça nous inspire, nous, à Brazzaville. Ça inspire les Gabonais. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est pas seulement là, c'est parti jusqu'en Afrique de l'Ouest. Les Guinéens qui sont ici, qui se battent, mais comme tu ne peux pas imaginer. Oui, oui. Écoute, la Guinée actuellement, je suis... Voilà. Ils sont là, ils font des films un peu piratés, tout ça. C'est pas joli ce que je dis, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais si c'est le seul moyen où ils ont, ils vont se battre, on va le faire. Ouais. Lorsque tu es en face de la survie, man. Il y a même une explosion, en tout cas en Guinée, entre Guinée et Mali, présentement. Moi, je suis assez bluffé par musicalement l'explosion qu'il y a là-bas. Ben, la Guinée et le Mali ont toujours été de grands pays. Oui, de grands pays. Mais je veux dire, la jeunesse, là, la nouvelle génération de jeunes qui font de la musique urbaine. Ils ont mis ça là. Écoute, des Ibawan, des Amis Yerewolo, tu sais, en Guinée aussi, tu sais, en tout cas, Jupiter, etc., ils ont vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et donc, c'est ça que, Lio, je te disais que c'est pas une histoire de peut-être de Congolais seulement, mais je crois que aujourd'hui, ça a pris toute l'Afrique. Mais à l'époque, c'était vraiment le cas de la RDC. Il y a des musiciens que je n'ai pas envie de citer ici. Quand ils sont à Kinshasa, quand ils chantent, nous, on est morts de rire. Ces gens-là, c'est des multimilliardaires, man, en CFA. Et c'est des gars qui sortent là, c'est tout le quartier là, c'est la police qui doit arriver, sinon ils ne passent pas. Mais quand je t'entends, c'est un vrai aventurier. C'est trop drôle. Je le dis, je le pense. Ouais, bien sûr. Et eux-mêmes, les Congolais, là où ils sont, ils savent. Quand je te dis aventurier, c'est de l'aventure. Oui, de l'aventure. Mais c'est des grands qui ont influencé des générations en générations, même. Bien sûr. Dû à leur courage. Ouais. La volonté de faire quelque chose. Il faut que j'arrive. Et ils ont sorti des artistes qui sont devenus même plus grands que eux. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est le Congolais. Il ne lâche pas. Il essaie. Quand ça prend, il va. Si ça ne prend pas, il change il va trouver un créneau. Alors, tu as fait beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes, même Maf Dani, à Tonks, vous aviez le groupe, etc. Mais tu as fait beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes célèbres à travers ta carrière. Et comme tu racontes là, tu sais, Cameroun, Congo, Bénin, Sénégal, un autre pays fantastique. Tu peux nous donner un peu quelques noms de musiciens, d'artistes célèbres avec qui tu as travaillé et comment cette connexion s'est faite? Ceux qui t'ont marqué. Oui. En tout cas, je commencerai par la musique, la musique dans laquelle je baigne, qui est la musique urbaine. Je commencerai moi par cette collaboration mythique qui va rester marquée à jamais en moi et dans mon cœur. C'est la collaboration avec Awadi. Avec Awadi du Sénégal, c'est quelque chose de... C'est quand tu fais les tambours de Brazza, tu as fait le monde entier, tu rentres dans une forme de spirale comme ça où tu rentres, tu sors, tu ne sais plus. Et puis, mais tu es dans cette moule de musique du monde. Oui. Alors, tu vas, tu joues ici, tu rencontres Rokia Traoré, tu vas là, tu rencontres Mamani Keita, tu joues là-bas, tu rencontres
Youssou N'Dour, tu vas là dans les coulisses, dans les loges, tu dis bonjour je dirais quoi, à Chionizo de Tanzanie ou de Zimbabwe, pardon. Tu vas là-bas, tu rencontres du monde dans ce monde et tu t'intéresses. Tu commences à t'intéresser dans ce monde. Mais à un moment, si tu ne fais pas attention, tu ne restes pas focus, tu changes complètement. Tu t'éloignes. Donc moi, je viens du hip-hop. Donc, j'ai commencé petit à petit à les suivre beaucoup. Et de Beniaore, les Toussé, tout ça. Fatamato Diawara n'était pas encore là, ça arrivait plus tard. Mais c'était une génération avant, les Salif Keita, tu vois, les albums, les Papa Wemba, c'était, voilà. Tu commences à beaucoup t'intéresser à une génération. Et, ouais, tu as des gens, par exemple, les gens comme au Bénin, tu vois, comment on l'appelle? Qu'est-ce ça? J'aimerais même refaire un titre à lui. J'espère que ça va arriver, cette émission chez lui. Il s'appelle Nel Oliver. Nel Oliver. Nous, hey. On était donc, Nel. Avant, ouais, vraiment, père, respect là où tu es. Et longue vie à toi et tout ça. Bonne année aussi, hein, parce que. Mais le vieux Nel Oliver nous a influencés comme tu ne peux pas imaginer. Ah oui, hein? Oui, parce qu'il y a peut-être l'histoire que les gens ne connaissent pas. Nel Oliver a travaillé avec un des plus grands groupes africains qui s'appelait Mbamina, avec des Congolais. Ça pas. Tu vois? Mbamina. Mbamina. Tu vas aller trouver quelque part, notez-le, allez le voir. Il a travaillé avec eux. Mbamina. Mbamina, c'est un peu, c'est quoi, tu engueules, c'est le cri de tu vois, le cri de. Je vois ça ici, Mbamina. Voilà. Donc, Mbamina, Nel, tu veux Nel Oliver, Mbamina était dedans. Il chantait même. Il jouait. Et quand il est sorti de là, c'était ce groupe-là a marqué. Comment on appelle ce mec? James Brown. James Brown. James Brown, on est allé les voir, il a dit c'est pas possible. C'était un groupe, c'est-à-dire que c'était le son et lumière, c'était un spectacle. C'est un groupe panafricain. Et lorsque le groupe se dit, oui, voilà, c'est important de montrer ça. Ouais, je vois les images ici sont impressionnantes. Voilà. Je les vois en train de danser. Voilà, tu les vois là. C'est des trucs de malade. Nel était dans ce groupe-là. Nous, on regardait au Congo, on le connaissait déjà. Le Bénin peut-être un peu, mais nous, c'était déjà une star au Congo. Alors, avant le journal, il y a un morceau qui passait de lui. Regarde-le. Voilà. C'est important, c'est important ça. Pour que les jeunes au Ghana là-bas aillent voir, écoutent le Ghana, du Togo, tout ça. Ils doivent se documenter. Mbamina. Okay. Eh bien, avant le journal, il y avait un morceau qui passait. Je ne connais pas les paroles, mais je vais juste les dire comme ça, en forme onomatopée. Il y avait une console comme ça, et ils étaient assis avec les amis, ils bougeaient leurs pieds comme ça. Ils faisaient « C'est parti, yo, Abine Sangana. » Ce morceau a traumatisé les Congolais, man. Ouais, je connais. Tu vois, ça revient, ça revient. Je connais. Ouais. Donc, je crois que c'était au journal, non? Je crois, ouais. Le journal télévisé, juste avant le journal télévisé, même chez vous, je crois. Oui. Chaque fois. Si tu vois ça, tu sais que le journal va arriver de 20h. Absolument, oui. Ils étaient dans un studio avec un pote à côté. Ils étaient 2 ou 3, je ne sais pas si c'était Sami Massamba ou je ne sais pas, en tout cas. Et donc je commençais à m'intéresser à autre chose. Donc, moi qui venais du hip-hop, j'avais peur de perdre ça. Mais en même temps, je n'avais pas peur. Mais dans la foulée du temps, tu rentres dans un truc et on t'absorbe. J'avais envie de comprendre les houdous.
comment ça joue les percussions où j'étais déjà dans le Tambour de Brazza, mais comment la guitare, comment les arpèges de la musique world, tu vois, il y avait un morceau qui m'avait aussi marqué, c'était le morceau ça s'appelait So What. C'était Youssou N'Dour dedans, il y avait Papa Wemba, il y avait Angélique Kidjo, il y avait tout le monde, tout, il y a tout. Alagbadja était là, le Nigérian, il y avait, c'était un truc de malade. Tu sais, quand tu... Oui, vas-y. Et donc, il y a un moment, lorsque je suis arrivé en Europe et que je me suis installé, j'ai rencontré les Zap Mama. Ah, OK. Dans les Zap Mama, j'ai retrouvé ce que j'avais dans ma jeunesse. C'était entre hip-hop, musique africaine, et surtout la recherche plus poussée vers la forêt, les pygmées. Oui. Polyphonie, la polyphonie. L'excellence. Là, tu touches à quelque chose qui est très important, qui est la couleur et l'identité de la musique urbaine africaine. Mais je n'ai pas fini, Léo, parce que je dois dire les artistes, les collaborations. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est ça. C'est ça la conversation. C'est ça la conversation. Je mets là pour revenir ici. Donc, quand je rencontre les Zap Mama ici, Marie-Dole et toute la famille est ici, j'intègre, ils me mettent bien dedans, je suis à Bruxelles, les bonnes conditions, j'ai commencé à comprendre le professionnalisme j'étais déjà pro avec les Tambours de Brazza, j'étais choriste de Zao, pour te dire déjà. Ah oui, OK. Wow, je suis passé pour choriste de Zao. J'étais choriste chez Centric et Chelly. Centric, oui. Le grand frère, je salue depuis Dakar, là-bas, à Dakar. Et la famille et tout ça. On avait Janvier aussi sur l'émission. Voilà, Janvier jouait Tama à l'époque dans le groupe d'Ancheli. Et quand je suis venu voir les Zap Mama, ça m'a encore mis la discipline, le timing, comment aller vite, garder les morceaux, tu vois, comment tu peux garder les structures vite fait. Donc, c'était un travail acharné, un travail très dur. Et c'est dur rentrer dedans, quoi. Ouais. Parce que si tu n'avais pas ça, on te mettait à côté, on prenait celui qui allait plus vite que le... Qui allait plus, ouais. Travailler son mental, son mind, voilà. Et de là, j'ai retrouvé ce côté groovy, hip-hop, machin. Je suis allé en tournée avec Zapama aux États-Unis, où j'ai rencontré Bilal, Erika Badou, les Deux Roots, tout ce clan-là, tu vois, où tu es en train de jouer et puis tu vois une rencontre de fou aussi. Tu es en train de jouer sur scène et puis tu vois quelqu'un qui te dit, il y a quelqu'un qui veut jouer à côté de toi. Tu dis, OK, tu regardes comme ça, Stevie Wonder, qui vient prendre tes percussions et qui chante. Là, tu te dis que non, ces percussions-là sont déjà bénies, je ne peux même plus le toucher. Mon Dieu, ouais, waouh, quelle expérience. Tu dis, non, Stevie a joué sur mes percussions, moi, ma samba, le petit Congolais du quartier de Congo de Brazzaville. Ouais. Waouh. Stevie Wonder en train de caresser tes percus, tu regardes comme ça, tu dis non, maître, joue seulement. Joue seulement. Ça, tu... Quand je finis de voir tout ça, là. Lionel, je rentre à la maison, je suis bien, la famille est arrivée, je les ai posés, ils sont bien. Des vacances à Dakar. J'arrive à Dakar, le lendemain, je suis avec Steve, mon petit frère, Mav, avec qui j'étais dans le groupe Fresque ici, on a monté un groupe aussi ici. Et là, je dois aller voir Awadi. On me dit, Awadi, tu peux pas. Awadi, c'est un grand monsieur, c'est une superstar. Mais c'est pas possible. Tu peux un pas comme ça et puis tu vas aller voir Awadi. J'ai dit, c'est pas grave. Accompagnez-moi jusqu'à chez lui. Déposez-moi devant sa maison et vous partez. Mais Massamba, t'es fou. Tu vas aller voir Awadi, mais tu peux pas. J'ai dit, déposez-moi chez lui. Et partez. Partez. J'ai peut-être un petit 1500 ici. Je vais leur dire, je suis marché Wakam ou marché, je sais pas, quartier ceci. On m'a dit, OK, t'es-tu que je suis? On m'a déposé. On est arrivé. Finalement, bon, les gars qui m'ont accompagné, bon, on va rester, bon,
Je rentre dans la parcelle, je monte. Tac, 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 tac. Ah, c'est qui? Ah ben ouais, bon, le gardien qui explique à Awadi que bon, voilà, qui prévient qu'il y a des invités. Il dit qu'il monte à l'étage où il y a le studio Sankara, que tu connais bien. On a beaucoup traîné, toi et moi, là-bas. Oui. Et le grand frère, Saint-Cri, j'étais un peu aussi Saint-Cri, qui dit, mais il parle en Wolof, comme il parle parfaitement Wolof. Mais il est né là-bas, il a grandi là-bas. Et il entend la voix de Saint-Cri qui sort. Il parle comme ça, moi je me cache derrière lui, Saint-Cri est très grand. Finalement, il lui dit, j'ai un invité. Il dit, ah bon? Mais lui, sortait de ta chambre, tu son t-shirt et tout ça. Et puis à un moment, je sors sa tête. Tu vois, Awadi, comment il est bien fat. Il tombe sur moi. Massamba Deba, Massamba, mon frère, tout ça. Lui m'appelle Massamba Deba. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, mes gens rentrent. Et puis, donc, finalement, la collaboration a commencé là. Et là, il m'explique qu'il a un projet qui s'appelle Président d'Afrique. Il doit aller le présenter à Paris le lendemain et qu'il avait besoin d'un morceau, que je fasse le morceau de Lumumba. Donc, on a taffé avec Fred Hirschi toute la soirée, avec Fred Hirschi, qui a fait mes albums, que tu connais, ainsi de suite. Et on a taffé sur un morceau de Lumumba qu'il a mixé un soir, et puis il est parti sur Paris présenter pour aller défendre le projet Président d'Afrique. Je n'étais même pas sûr que je vais faire une tournée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je rentre, il me dit non, tu peux plus l'être là-bas. Bon, je te mets là, il me paye un appartement, j'étais bien mis. Tout a changé d'un jour à un autre. Donc, et puis, ça aboutit quoi? Il rentre de la tournée de Paris, il me dit, c'est quoi ton passeport? Tel machin. Est-ce que telle période, tu es libre? Oui. T'es sûr? Viens à Dakar, on se pose, répétition, on part en tournée. Je ne crois pas. Parce que c'est quand même le patron c'est comme une icône de la musique urbaine par excellence. Mais évidemment. Le hip-hop africain, gars. PBS. C'est Didier Awadi, t'as rien à dire. Gars, Awadi, moi, une anecdote. Moi, la première fois on a rencontré Awadi, moi, j'avais l'impression, je me demandais si c'était vrai. Tu sais, c'est comme ces expériences où tu te dis, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment un homme, tu sais, c'est comme... Oui, c'est vrai, hein? Moi, j'avais rencontré déjà Awadi en tournée. Chaque fois qu'on était en tournée ici, on faisait les mêmes festivals. Où il jouait un dimanche, il jouait. C'était toujours un peu, mais on ne se croisait jamais. Jamais. Et Michel Deboc de Contre-Jour ici a voulu réunir Positive Black Soul, donc les rappeurs, sur les percus des tambours de Brazza. Et on a joué à couleur. Je te jure que jusqu'à aujourd'hui, je cherche cette vidéo. Oh mon Dieu. Est-ce que tu vois Degueti, Awadi, et moi j'avais avec Scotty. Oui. Oh oui. Scotty Mavoula. Donc on avait deux. Voilà. Oh mon Dieu, Scotty, un autre. Scotty au rap, Degueti au rap, Awadi au rap. Degueti et moi, on était chant rap. Mais tu imagines les possibles actes sur un équipe de fou. Ça, c'est un truc de fou. Leur café, c'était le feu. Ils avaient fait 2 titres avec nous. Non, écoute, Positive Black Soul. Donc, quand je reviens, je revois. Et cette histoire de... Je rentre de l'Europe pour une tournée. J'arrive à Brazzaville. Bon, je suis là et tout ça. Et puis, on me dit qu'il y a la tournée de Positive Black Soul qui va commencer par Brazzaville. Je dis, OK. Moi, je connaissais, j'invite les rappeurs et tout ça. Ils disent, ouais, on va aller, tout ça. Papa, je n'ai jamais oublié l'intro de ce spectacle. Ils avaient comme au platine Didi Abdel. Oh, wow. Yeah. Wow. Cerise sur le gâteau. Wow. Cerise sur le gâteau. C'est dit, Didi Abdel. À côté, il y avait, je ne sais pas si c'est Numukunda, c'est Soko qui faisait le tama, mais je ne suis pas sûr que c'est Noumou. Noumou, je crois qu'il arrive après. Et puis, il y avait 3 danseurs, dont Baye Souley. 3 grands danseurs.
Ouais. Je me rappelle que c'était dans le noir, dans la salle. Il y a que ils ont balancé un son qui tournait. Ils ont parlé de New York, de machin, Wolof, en français, des trucs et tout. Et le mec, il squattait. Et puis, nous, on est là, on est en train de regarder comme des gamins. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa. Et puis, il y a un son. On s'est dit, qu'est-ce qui va arriver? Okay. Lorsque ça fait, la lumière a fait bing. Écoute. Là, j'ai la chair de poule. C'est comme si c'était hier. Lionel. Tu venais me dire, à ce moment-là, tu viens de me parler d'assassins comme hip-hop en France. J'ai rien à battre. Gars, c'est PBS. Ça veut dire que lorsque la lumière a fait bang, tu vois deux gars qui sortent, l'autre là et là, qui court. Mais le beat qui arrive bas, on est resté 30 minutes debout dans la salle. Ouais. Donc, tu es debout, tu croises le bras, c'est fini. On t'a absorbé, on t'a mangé, c'est fini. Écoute, l'intro d'un spectacle, c'est la chose la plus importante. L'intro d'un spectacle, c'est la montée sur scène. Awadi, c'est la rencontre, en tout cas, ultime. De son côté, dans ce monde-là, ça a été vraiment Positive Black Soul radical. PBS radical.